West Canadian 708, vent 210 pour 8 nœuds, piste 21, autorisé décollage. C'est un décrochage, commandant. C'est un décrochage. West Canadian 708, vous me recevez? « 16 août 2005. L'aéroport international de Tocumen à Panama City s'apprête à voir décoller le vol West Caribbean 708 à destination de Fort-de-France en Martinique. Le trajet prévu est d'environ 3 heures à travers la mer des Caraïbes. À bord, 152 passagers, presque tous citoyens français résidant en Martinique, rentrant de vacances au Panama. Le vol a été affrété par une agence de voyage martiniquaise. Cette nuit-là, les conditions météorologiques sont loin d'être idéales. Tout au long de la route vers la Martinique, d'imposants cumulonimbus barrent le passage. Pour n'importe quel équipage, ces informations météorologiques sont cruciales. Elles permettent de planifier la route, d'anticiper les zones à éviter, de prévoir les altitudes optimales pour contourner le plus gros des perturbations. C'est une donnée fondamentale. Pourtant, lors du briefing avant le vol, aucun dossier météorologique n'est fourni aux pilotes par la compagnie. Les documents de vol remis à l'équipage sont incomplets. Pas de carte météo, pas de prévision d'orage, pas d'alerte concernant les conditions givrantes. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que les pilotes ne réclament pas ces informations manquantes. Cette négligence n'est pas le fruit du hasard. Elle est le symptôme d'une compagnie en pleine décomposition. West Caribbean Airways est une compagnie aérienne colombienne en pleine déroute. Les pertes s'accumulent et la compagnie est techniquement en faillite. Quelques mois plus tôt, l'autorité de l'aviation civile colombienne lui a infligé une amende de 45 000 $ pour 14 violations majeures de la réglementation. Surcharge des avions, formation insuffisante des pilotes, dépassement des temps de vol réglementaires et tenue incorrecte des journaux de bord. En mars 2005, soit 5 mois avant le vol 708, un vol de West Caribbean s'écrase au décollage, tuant 9 personnes. L'enquête révèle des défaillances graves dans l'exécution des procédures d'urgence. Malgré ces signaux d'alarme, la compagnie continue de voler, mais sa flotte est considérablement réduite. Sur ces 3 MD-82, 2 sont immobilisés au sol à cause de factures de maintenance impayées. Il ne reste qu'un seul avion en état de vol, et c'est lui qui effectuera le vol 708. Dans ce contexte d'effondrement total, les standards de sécurité ne sont plus qu'un lointain souvenir. Les pilotes, impayés depuis 6 mois, sont épuisés et démoralisés. Les formations obligatoires sont négligées. Aux commandes ce soir-là, un commandant de bord expérimenté de 40 ans. Il a à son actif près de 6000 heures de vol au total, dont 1000 sur MD-82. C'est un professionnel compétent, qui connaît son appareil. Mais depuis que la compagnie a cessé de verser les salaires, il a dû ouvrir un bar où il est lui-même serveur pour subvenir aux besoins de sa famille. À ses côtés, un jeune copilote de 21 ans, avec seulement 1000 heures de vol au total, dont près de 800 sur MD-82, c'est un jeune pilote qui manque encore d'expérience. Face à un commandant de 40 ans, le gradient d'autorité dans le cockpit est immense. Le vol 708 devait décoller à 22h50 heure locale. Mais l'avion reste cloué au sol car la compagnie doit de l'argent à la société qui gère le ravitaillement et les opérations au sol. Les 152 passagers attendent. Ils sont fatigués et impatients de rentrer chez eux, en Martinique. Sur le tarmac, les négociations s'éternisent pour ravitailler l'avion. 2 heures s'écoulent et finalement, un arrangement est trouvé. Avec les 152 passagers, leurs bagages, le fret et le carburant nécessaires pour les 3 heures de vol jusqu'en Martinique, l'avion atteint une masse totale de 67 tonnes au décollage, ce qui est très proche de sa limite maximale autorisée. Il est près d'1h du matin quand l'avion quitte le poste de stationnement. Le vol a 2 heures de retard.
4 minutes plus tard, le vol 708 décolle, cap sur Fort-de-France. Six minutes après le décollage, à 9000 pieds d'altitude, le commandant engage le pilote automatique. Le contrôle de Panama les autorise à poursuivre leur montée vers le niveau de vol 310. Durant la montée, l'équipage traverse des nuages contenant de l'eau en surfusion. Ce sont des gouttelettes d'eau restées liquides, malgré des températures largement négatives. Au contact de la structure d'un avion, ces gouttelettes se transforment instantanément en glace, créant des conditions givrantes particulièrement dangereuses. Les pilotes activent donc le système d'anti-givrage de l'appareil. Ce système utilise principalement de l'air chaud prélevé directement sur les moteurs. Cet air très chaud est dirigé vers les zones critiques de l'avion. Les bords d'attaque des ailes, le stabilisateur horizontal à l'arrière de l'appareil et les entrées d'air des moteurs eux-mêmes. Mais cette protection a un coût. En prélevant de l'air chaud sur les moteurs, le système réduit leur puissance disponible. Pour un avion déjà lourdement chargé qui peine à grimper, c'est une perte de performance supplémentaire. Alourdi par sa charge, l'avion met 26 minutes pour atteindre son altitude de croisière. C'est 5 minutes de plus que la normale. Une fois stabilisé à cette altitude, le copilote demande au contrôleur aérien des changements de trajectoire pour éviter des formations orageuses. Il existe plusieurs façons de contourner un orage, soit en le contournant latéralement, soit en passant au-dessus. Mais cette seconde option nécessite que l'avion soit capable de grimper suffisamment haut. L'équipage va rester au niveau de vol 310 environ 15 minutes. En aviation, on vole toujours le plus haut possible. La raison est simple. En altitude, l'air est moins dense, donc il y a moins de résistance. On va plus vite en consommant moins. Mais cet air raréfié a un revers. Il réduit la puissance des moteurs. Moins de densité signifie moins d'oxygène pour alimenter la combustion dans les réacteurs. Pour maintenir la même portance et compenser le poids de l'appareil, l'avion a deux options: augmenter sa vitesse ou augmenter son angle d'attaque. Mais voler plus vite ou plus haut nécessite de la puissance moteur. Or, plus un avion est lourd, plus son plafond diminue. Au-delà d'un certain poids, les moteurs n'ont tout simplement plus assez de puissance pour maintenir simultanément la vitesse et l'altitude. Face aux conditions météorologiques difficiles, l'équipage décide de monter au niveau 330 et demande l'autorisation au contrôle aérien. Compte tenu de leur masse, le niveau 330 devrait être atteignable. Le problème, c'est que les systèmes anti-givrage fonctionnent en continu et prélèvent de l'air chaud au moteur, ce qui a pour effet direct de réduire leur puissance effective. Cette perte se traduit par une baisse de 3000 pieds du plafond utilisable. On parle alors de plafond de propulsion, l'altitude maximale réellement accessible aux moteurs selon leur configuration. À bord de l'avion se trouvent des tableaux de performance qui indiquent précisément quelle altitude l'appareil peut atteindre selon son poids et sa configuration. Si les pilotes avaient consulté ces tableaux, ils se seraient rendus compte que le niveau 330 était tout simplement impossible à leur poids actuel avec les systèmes anti-givrage activés, mais pour une raison qu'on ignore, ils ne les consultent pas. Le contrôle aérien accorde l'autorisation de monter. L'avion commence sa montée à une vitesse de Mach 0,75, ce qui correspond à 0,75 fois la vitesse du son. Le pilote automatique est en mode Mach Hold. Ce mode a pour fonction de maintenir la vitesse sélectionnée, tandis que l'automanette maintient la poussée de montée maximale. Mais dès les premières minutes, quelque chose ne va pas. La vitesse commence à chuter. Après seulement 500 pieds de montée, l'avion arrête son ascension. L'équipage met l'avion en palier pendant environ 20 secondes. La vitesse se stabilise brièvement, puis l'appareil reprend alors sa montée, et la vitesse recommence aussitôt à chuter. Tout avion dans son domaine de vol devrait pouvoir monter 2000 pieds sans interruption. Devoir s'arrêter après seulement 500 pieds est un signal clair. L'avion approche dangereusement de ses limites de performance. Mais là encore, les pilotes ne semblent pas percevoir la gravité de ce signal. Nouvelle interruption à 32 300 pieds, cette fois après 850 pieds de montée. Le Mach se stabilise en vol horizontal, puis chute à nouveau dès que la montée reprend. Quelques secondes plus tard,
l'équipage modifie le mode du pilote automatique. Il passe du mode Mach Hold au mode Vertical Speed, qui va maintenir un taux de montée constant d'environ 500 pieds par minute. Ce changement se fait sans aucun commentaire entre les pilotes. C'est un mode que les pilotes utilisent rarement, et pour une bonne raison. Le pilote automatique du MD-82 peut opérer selon deux modes principaux. En mode Speed on Pitch, la gouverne de profondeur contrôle la vitesse tandis que les moteurs restent à puissance constante. Mais en mode Speed on Thrust, celui actuellement activé, c'est l'inverse. La gouverne de profondeur maintient l'altitude ou le taux de montée, tandis que les moteurs ajustent leur puissance pour maintenir la vitesse sélectionnée. Le problème, c'est que ce mode suppose que les moteurs ont suffisamment de puissance disponible. Si ce n'est pas le cas, le pilote automatique continuera à cabrer l'avion pour maintenir le taux de montée demandé sans chercher à protéger la vitesse. Il obéira aveuglément à sa programmation. Maintenir 500 pieds par minute de montée, même si cela fait dangereusement chuter la vitesse. Le manuel de vol prévient que dans certaines conditions, la vitesse pourrait décroître jusqu'à atteindre le décrochage avant que le pilote automatique ne se déconnecte. 10 secondes après le changement de mode, les moteurs tournent désormais à leur puissance maximale. Et pourtant, l'avion ne parvient toujours pas à maintenir la vitesse sélectionnée. La vitesse continue de diminuer. Le commandant de bord demande au copilote d'éteindre l'antigivrage. Le copilote s'exécute. Quelques secondes plus tard, l'EPR, l'indicateur de puissance des moteurs, augmente légèrement, passant juste au-dessus de 2. L'avion dispose maintenant de la puissance supplémentaire dont il a besoin pour gravir les 700 derniers pieds jusqu'au niveau 330. Le commandant reprend la montée. Mais même avec ce surplus de puissance, la vitesse continue de diminuer pendant l'ascension. Les moteurs tournent à leur réglage de poussée maximale. Ils ne peuvent pas fournir plus de puissance. La vitesse actuelle n'est plus que de Mach 0,72, bien inférieure au 0,75 sélectionné. Et elle continue de diminuer. Le pilote automatique, lui, maintient imperturbablement son taux de montée de 500 pieds par minute. Finalement, l'avion atteint le niveau 330. Mais contrairement à une montée normale, l'appareil ne se stabilise pas immédiatement à sa vitesse de croisière. Il se trouve bien en dessous de sa vitesse cible. L'avion doit maintenant accélérer. Très lentement, la vitesse commence à augmenter. Le commandant de bord observe les instruments. Quelque chose cloche. « Je n'ai pas pu l'accélérer », dit-il au copilote. Il faudra 4 longues minutes à l'avion pour passer de Mach 0,7 à Mach 0,75. Quelques instants plus tard, le copilote quitte son siège pour aller aux toilettes, laissant le commandant seul aux commandes. L'avion maintient sa vitesse de croisière pendant environ 1 minute. Mais l'équipage se trouve toujours dans des conditions givrantes. Dans ce cas précis, réactiver l'anti-givrage serait la dernière chose à faire, car cela va encore réduire la puissance des moteurs. Mais ils n'ont pas le choix. Des ailes et des moteurs remplis de givre feraient tomber l'appareil comme une pierre. Le commandant réactive l'anti-givrage. La réduction de puissance est immédiate. Et avec cette perte de poussée vient une diminution progressive, à peine perceptible, de la vitesse. Les moteurs tournent déjà à leur puissance maximale, mais cette fois, l'avion n'est plus en train de monter. Il vole en palier à altitude constante. Et pourtant, il ne parvient pas à maintenir la vitesse sélectionnée. Le pilote automatique, désormais réglé en mode Altitude Hold, fait ce pour quoi il est programmé. Il maintient coûte que coûte l'altitude de 33 000 pieds. Pour compenser la perte de vitesse, il augmente progressivement l'assiette de l'avion, cabrant le nez de plus en plus haut. Le pilote automatique du MD-82 est très basique. Il n'analyse pas la situation globale et par conséquent ne détecte pas qu'il pousse l'avion hors de son domaine de vol. Il obéit mécaniquement à sa programmation. Garder l'altitude sélectionnée, peu importe les conséquences. Et contrairement à des avions plus récents où le vibreur de manche provoque automatiquement la déconnexion du pilote automatique, le MD-82 fonctionne différemment. Même si le stick shaker s'active, le système restera aux commandes et persistera à cabrer l'appareil, à moins que les pilotes ne le déconnectent manuellement. En 2002, Boeing, qui avait racheté McDonnell Douglas quelques années plus tôt,
avait diffusé un avertissement aux compagnies exploitant le MD-80, soulignant la nécessité de surveiller de près le comportement du pilote automatique en maintien d'altitude. West Caribbean Airways avait reçu ce document, mais il est impossible de savoir si l'équipage du vol 708 en avait eu connaissance. Un membre d'équipage de cabine entre dans le cockpit avec les repas pour l'équipage. Cette interruption capte leur attention pendant quelques instants, ce qui a pour conséquence de les détourner de la vitesse qui ne cesse de diminuer. Pendant ce temps, le contrôle aérien leur accorde un raccourci, une route directe vers le waypoint Ongal. Aux yeux de l'équipage, rien ne paraît anormal. Leur attention se focalise uniquement sur un point, éviter que de la glace ne s'accumule sur les bords d'attaque des ailes. Le copilote demande au commandant s'il doit rallumer les systèmes anti-givrage. Pendant les minutes qui suivent, l'équipage alterne entre activer et désactiver les systèmes anti-givrage, cherchant un équilibre impossible entre protection contre le givre et performance de l'avion. La vitesse continue de chuter. Quelques instants plus tard, le calculateur de poussée bascule alors du régime Cruise vers le régime Climb, plus gourmand en énergie. Cette configuration restera inchangée jusqu'à la fin. Pendant que l'équipage discute, mange, communique avec le contrôle, l'avion s'enfonce de plus en plus dans ce qu'on appelle le second régime. Pour comprendre ce phénomène, il faut savoir que tout avion possède une vitesse de traînée minimale qui est le moment où voler demande le moins d'énergie possible. C'est comme faire du vélo. Il existe une vitesse optimale où pédaler est facile. Mais si vous roulez trop lentement, vous devez pédaler plus fort pour garder l'équilibre et avancer. Pour un avion, c'est pareil. Si l'on trace une courbe représentant la puissance nécessaire en fonction de la vitesse, on obtient une forme en U. Au fond de ce U se trouve la vitesse optimale, celle qui demande le moins de puissance. À droite de ce point, voler plus vite demande plus de puissance, ce qui est logique. Mais à gauche, en dessous de cette vitesse critique, la courbe remonte également. Plus l'avion ralentit, plus il faut de puissance pour se maintenir en l'air. C'est contre-intuitif. Voler lentement demande plus d'efforts que voler vite. Cette zone à gauche du U s'appelle derrière la courbe de puissance, Behind the Power Curve en anglais. Le vol 708 vient de franchir ce seuil critique. À Mach 0,73, l'avion est passé du côté gauche de la courbe. Désormais, chaque nœud de vitesse perdu exige une augmentation de puissance pour maintenir l'altitude. Mais les moteurs donnent déjà leur maximum. Ils ne peuvent pas fournir cette puissance supplémentaire. À vitesse plus faible, il devient également de plus en plus difficile pour l'avion de générer la portance nécessaire pour se maintenir à 33 000 pieds. Le seul moyen pour le pilote automatique de maintenir l'altitude programmée est de cabrer le nez encore plus haut. Et c'est exactement ce qu'il fait. Progressivement, au cours des minutes qui vont suivre, l'assiette de l'avion augmente. Le compensateur du stabilisateur horizontal se déplace graduellement, relevant le nez pour créer la portance que l'avion devrait générer par sa vitesse. Chaque degré d'angle d'attaque supplémentaire freine encore plus l'avion. Sans descendre rapidement pour retrouver un air plus dense et de la vitesse, l'avion continuera à ralentir. Alors que la vitesse est tombée à Mach 0,62 avec un angle d'attaque atteignant 7,2 degrés, l'avion commence à subir du buffeting. Ce sont des vibrations irrégulières qui secouent toute la structure de l'appareil, causées par le décollement du flux d'air sur les ailes. L'air ne s'écoule plus de manière lisse sur les surfaces portantes, il tourbillonne, créant des zones de turbulence qui font trembler l'avion. C'est l'ultime avertissement avant le décrochage complet. Ce phénomène est amplifié par la présence de vents ascendants dans la zone orageuse qu'il traverse. La situation devient impossible à ignorer. Il n'y a aucun moyen de rester à 33 000 pieds. Le copilote demande alors au contrôle aérien l'autorisation de descendre au niveau 310. Le commandant désactive le pilote automatique et prend les commandes en manuel. L'angle d'attaque est de 7 degrés. La vitesse n'est plus que de Mach 0,60. Pourtant, aucune alarme ne retentit. Maintenant que le pilote automatique ne cherche plus à maintenir le niveau 330, l'avion commence à descendre. Mais l'angle d'attaque reste dangereusement élevé et la vitesse terriblement basse. Pour accélérer et récupérer,
Les pilotes devraient réduire significativement l'angle d'attaque, autrement dit pousser le nez vers le bas. Mais le commandant ne le fait pas. L'alarme d'altitude retentit, leur signifiant qu'ils vont bientôt atteindre l'altitude sélectionnée. Pour réduire le taux de descente, le commandant commence à tirer sur le manche pour relever le nez et se préparer à stabiliser au niveau 310. Cette manœuvre était la dernière chose à faire. En tentant d'arrêter la descente, le commandant augmente encore l'angle d'attaque. Au même moment, un courant ascendant lié à l'orage frappe l'avion par-dessous, accentuant davantage l'incidence. Sur le MD-82, les réacteurs sont montés à l'arrière du fuselage. En conditions de vol normal, ils reçoivent un flux d'air régulier et direct. Mais à l'angle d'incidence où se trouve désormais l'avion, la situation change radicalement. Les ailes, fortement cabrées, bloquent l'air avant qu'il n'atteigne les moteurs. Et des ailes en décrochage ne laissent pas passer un air lisse, elles génèrent un sillage désordonné. Le PR chute brutalement. Les moteurs, incapables de fonctionner correctement dans ces conditions, perdent instantanément leur puissance. Le manche se met à vibrer violemment, le stick shaker s'active, avertissant l'équipage d'un décrochage imminent. Presque simultanément, une alarme sonore retentit dans le cockpit. Le décrochage a déjà commencé. De violentes secousses ébranlent maintenant l'appareil. Le flux d'air se détache complètement des ailes. La vitesse chute encore. Le copilote identifie tout de suite la situation. « C'est un décrochage, commandant ! C'est un décrochage !» crie-t-il. À cet instant précis, tout est encore jouable. La manœuvre de récupération est simple. Pousser le manche fermement vers l'avant pour laisser l'avion reprendre de la vitesse. Mais le commandant ne réagit pas à l'alerte de son copilote. Il ordonne simplement de prévenir le contrôle aérien qu'ils poursuivent leur descente. Le copilote obéit. Bien qu'ayant reconnu le décrochage, bien que constatant l'absence de réaction appropriée du commandant, il demande l'autorisation de descendre au niveau 290. La transmission n'est pas reçue, le copilote reformule niveau 240. Cette demande brutale de perdre 9000 pieds alerte le contrôleur. « Avez-vous un problème à bord ?» demande-t-il. « Dis-lui qu'on a une double extinction moteur », ordonne le commandant au copilote. Cette phrase révèle que le commandant passe complètement à côté de ce qui est en train de se dérouler. Quand le décrochage a débuté, les moteurs ont effectivement perdu de la poussée. Pour lui, ils font face à une panne moteur. Toute son attention se focalise alors sur les jauges de puissance. Le reste, les alarmes de décrochage, le vibreur de manche, les appels du copilote, tout cela est ignoré. Psychologiquement épuisé par des mois de stress et maintenant cette crise, l'esprit du commandant a atteint sa limite. Il ne peut plus analyser correctement ce qui se passe. Au lieu de pousser sur le manche, le commandant fait exactement l'inverse. Il le tire vers lui de toutes ses forces. Cette réaction contredit toutes les procédures de vol, quelle que soit l'urgence à laquelle ils font face. Il empire la situation lorsqu'en serrant frénétiquement les commandes, il déclenche accidentellement les interrupteurs de trim, qui ajustent l'angle du plan horizontal. En l'occurrence, il s'active dans la pire configuration possible, à savoir vers le haut. À cet instant précis, va se produire un phénomène très vicieux qui apparaît sur les avions à empennage en T, comme c'est le cas du MD-82. Le super décrochage, ou deep stall, est un type de décrochage particulièrement dangereux qui affecte certains modèles d'aéronefs, notamment ceux équipés d'une dérive en T comme c'est le cas ici. En raison de l'angle d'incidence excessif, l'onde générée par l'aile en décrochage remonte et masque l'empennage horizontal situé au sommet de la dérive, le rendant totalement inefficace. Tous les effets aérodynamiques permettant de contrôler et de modifier l'assiette longitudinale, à cabrer ou à piquer, sont neutralisés. La manœuvre classique de récupération d'un décrochage, pousser le manche pour piquer et reprendre de la vitesse, devient alors totalement inefficace. Les gouvernes de profondeur ne génèrent plus aucune force. Elles brassent du vide. Même si les pilotes poussent le manche à fond, l'avion ne répondra pas. L'aéronef devient irrécupérable. Le copilote transmet les informations au contrôle pendant que l'avion continue sa chute. Le taux de descente dépasse 7000 pieds par minute. « Quelle est l'altitude minimale en route ?» demande le commandant. Il s'inquiète de percuter les montagnes. Le contrôle tente de les localiser, leur demande leur position par rapport à différents repères.
le taux de descente explose, 12 000 pieds par minute, plus de 60 mètres par seconde. Quelqu'un, on ne sait pas qui, déconnecte l'automanette. La poussée des moteurs augmente. Mais cela ne change rien. Le commandant continue de tirer sur le manche. Les gouvernes de profondeur restent braquées pour lever le nez vers le haut. Le compensateur du stabilisateur poursuit sa course vers la butée maximale, 12 degrés à cabrer. L'avion chute, nez levé vers le ciel, dans une configuration aérodynamique aberrante. Le copilote informe le contrôle aérien qu'il y a 152 personnes à bord et que l'appareil est devenu incontrôlable. Ce sont les derniers mots captés par le contrôle aérien. À 3000 pieds, le GPWS se déclenche. Le vol 708 percute un champ dans l'ouest du Venezuela. L'impact pulvérise totalement l'appareil. Les 160 occupants meurent sur le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous souhaitez soutenir encore davantage la chaîne, vous pouvez également utiliser le Super Thanks, un petit don ponctuel que vous pouvez faire directement sous la vidéo pour encourager et soutenir le travail de recherche, d'écriture et de montage derrière chaque épisode. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur Chroniqueur.